la pneumonie est une maladie dangereuse. Souffrez-vous de cette maladie ou encore un membre de votre famille, un proche dans votre entourage? Si hier, plusieurs personnes en mouraient, mais aujourd'hui, des experts en République démocratique du Congo ont trouvé des solutions adéquates afin de résoudre ces problèmes qui frappent nos familles depuis des années. Et le plaisir est pour moi aujourd'hui de parler d'un thème, ce qu'il faut savoir de la pneumonie. Et je ne serai pas seule, je serai avec le docteur Jean Junior Tassa. Avec lui, nous parlerons de cette spécialité. Il est également spécialiste en pneumonie. Et nous vous disons bienvenue, docteur. Bienvenue, madame. Ok, le plaisir est pour nous, Communication en Plus, de vous recevoir sur notre émission interview. Avec vous, nous parlerons de cette maladie. Mais avant d'aller plus loin, pouvez-vous vous présenter? Oui, je parlais de vous, mais une présentation qui vient de vous sera première. Ouais. Ok, merci beaucoup, madame. Je tiens d'abord à vous remercier de m'avoir reçu dans ces beaux cadres. Donc, le plaisir est pour moi, en tout cas, de partager ces beaux moments avec vous. Donc, pour ceux qui me connaissent ou ceux qui ne me connaissent pas, je réponds au nom de Dr Tassa Lulengola, Jean Junior. Je suis d'abord aux humanités, j'ai fait la section scientifique, option biologie-chimie, et je suis allé à l'université de Kinshasa, où j'ai emprunté la faculté de médecine, option biologie médicale. Et là, j'ai fini ma médecine générale en 2008. Et je suis allé en spécialisation au Royaume du Maroc, où j'ai emprunté également la spécialité de pneumophysiologie au CHU. J'ai été résident au CHU Hassan II d'Éphèse, à l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah. Voilà un peu de manière sommaire la présentation que je peux faire dans un premier temps. Aujourd'hui, vous exercez en tant que spécialiste en cette matière ici, précisément dans quel hôpital? Tout à fait. J'exerce actuellement comme médecin spécialiste au service de médecine interne de la clinique Ngaliema. Ok, parlons de votre spécialité. C'est quoi réellement la pneumonie? Oui, d'abord la pneumologie, c'est une branche de la médecine qui étudie les affections du tractus respiratoire. Alors, quand on parle de la pneumonie, c'est une maladie qui concerne le parenchyme pulmonaire. Donc, c'est une inflammation du parenchyme pulmonaire, ou mieux, une atteinte exsudative et pluricellulaire du parenchyme pulmonaire d'étiologie multiple. Okay, quand vous parlez de multiple, c'est-à-dire cette inflammation du parenchyme n'est pas seulement au niveau de poumon? Non, quand je dis d'étiologie multiple, c'est-à-dire des causes multiples. Donc, les causes peuvent être bactériennes, peuvent être virales, peuvent être fongiques, parasitaires. Donc, l'infection qui intéresse le poumon peut être due aux bactéries, peut être due au virus, peut être due aux parasites ou aux champignons. C'est pourquoi j'ai dit que c'est d'étiologie multiple. En parlant de façon multiple, y a-t-il une différence entre cette pneumonie au niveau bactériel et au niveau qui est viral? Il y a une certaine différence plus concrète? Oui, là, c'est pour établir la différence entre une pneumonie d'origine virale et une pneumonie d'origine bactérienne. Donc déjà, de par leurs appellations, hein, vous dites pneumonie d'origine bactérienne, c'est-à-dire que la cause de la pneumonie, de l'infection du poumon, c'est le bactérie. Et les bactéries peuvent être multiples. En chef de file, nous avons les Streptococcus pneumoniae ou les pneumocoques. Et il y a également, on peut citer les Legionella pneumophilae, on peut citer les Mycoplasma pneumoniae, l'Haemophilus influenzae. Ça, ce sont les bactéries qu'on peut, dans un premier temps, citer comme étant responsables des pneumonies d'origine bactérienne. Mais du côté virus, ça, ce sont les pneumonies d'origine virale. Là, il y en a plusieurs. Hein? Vous avez les virus respiratoires syncytiales, vous avez les virus influenzae, que nous contractons très souvent dans nos milieux, et vous avez plusieurs autres virus qui sont un peu plus particuliers. Mais en termes d'infection pulmonaire, c'est plus le bactérie que les virus, sauf si vous allez dans la tranche des enfants. Vous prenez les enfants, ils sont plus affectés
infectés par le virus, parce qu'ils font plus des infections de voie respiratoire supérieure qui intéressent la sphère ORL, plutôt que ils peuvent faire également une pneumonie bactérienne après une surinfection. C'est-à-dire que l'infection des voies respiratoires supérieures peut descendre, sédimenter et aller concerner les voies respiratoires inférieures après une surinfection bactérienne. Mais chez les adultes, très souvent, ce sont les bactéries qui sont en chef de file dans l'infection pulmonaire, et plus particulièrement, c'est les pneumocoques ou le Streptococcus pneumoniae qui est le germe le plus souvent incriminé. Ok, quelles sont les causes et les symptômes de cette maladie? Oui, le symptôme et le signe. Généralement, nous avons des signes fonctionnels et des signes généraux. Et en même temps, on a des signes physiques et voire même des signes radiologiques et même biologiques. C'est-à-dire, comme symptôme, le malade va venir, il se plaint de toux, avec une toux qui est productive, hein, qui ramène des expectorations purulentes, qui sont verdâtres, qui sont jaunâtres. Et il peut te dire que je fais de la fièvre. Généralement, c'est supérieur à 37,8 et pendant peut-être supérieur à 4 jours, on qualifie ça de fièvre en plateau. Alors, il te dit que j'ai des douleurs au niveau thoracique, au niveau de la poitrine. Nous appelons ça point des côtés, donc douleur localisée thoracique, qui signe le foyer de pneumonie, c'est-à-dire une douleur qui est exacerbée par les efforts de toux, d'éternuement, et peut être aggravée par les changements de position. Ce qui diffère avec la douleur d'origine pleurale qu'on voit dans les épanchements pleuraux, c'est une douleur qui est modifiée par la position du patient lorsqu'on se trouve devant une pleurésie qui est libre de la grande cavité plutôt qu'une pleurésie qui est cloisonnée. Ça, c'est en termes de symptômes. Alors, les signes généraux, c'est la fièvre dont on a parlé. Et à l'examen physique, le médecin va maintenant examiner son malade. Il va inspecter son thorax en réunissant toutes les conditions qu'il faut. Il va palper. À l'inspection déjà, il peut voir que le malade est dyspnéique. Hein, il présente un inconfort respiratoire, il ne respire pas bien. Et il va palper son malade, il va le toucher, généralement pour rechercher la transmission des vibrations vocales qui seront accentuées dans un contexte de pneumonie. Et il va percuter le patient, il percute pour ausculter, pour entendre la sonorité que ça va produire. Généralement, dans un contexte de pneumonie, on a une matité ou une submatité, donc un bruit qui n'est pas assez fort, comme si on était en train de percuter dans quelque chose qui est fermé, rempli de liquide, donc il n'y aura pas de sonorité, donc on aura une matité. Et il va mettre son stéthoscope au niveau de la poitrine pour ausculter son malade, et il aura, en cas de pneumonie, de râle crépitant, mais plus pathognomonique, on a un souffle tubaire qui signe le foyer des pneumonies. Et devant tous ces éléments-là, et l'anamnèse et l'examen physique du malade, il va émettre son diagnostic. Il suspecte une pneumonie. Et la confirmation va se faire en recherchant maintenant des signes radiologiques et même complétés par des signes biologiques. À la radio, il fait sa radio, il verra une opacité qui est hétérogène, ça c'est le médecin qui comprend ça, une opacité hétérogène qui est diffuse, qui tend à confluer et presque disposée un peu en aile de papillon. Les limites de l'opacité sont floues, mais au sein de cette opacité, il verra l'arborisation bronchique, ce que nous appelons le bronchogramme aérien. Donc là, ça décrit un syndrome alvéolaire, et là, ça confirme le diagnostic de pneumonie pour le médecin. Et là, avant de traiter, il va compléter les examens paracliniques. D'accord. Est-ce qu'une toux négligée peut conduire à une pneumonie? Une pneumonie. Non, une toux négligée, pas toujours, parce que la toux n'est qu'un signe fonctionnel respiratoire, mais des causes multiples. Une toux peut être simplement... C'est d'abord la toux, c'est un mécanisme réflexe ou un mécanisme de défense de voie respiratoire. Quelqu'un qui est en train de manger, il est en train de parler, il peut inhaler la salive ou les aliments, il va tousser pour chercher à
extérioriser le corps ou chasser les corps étrangers hors de voie respiratoire. Cette toux-là n'a rien des pneumonies, sauf si le corps étranger inhalé reste dans le poumon pendant quelques instants, ça peut faciliter la formation d'un foie des pneumonies. Et là, on parle d'une pneumonie d'inhalation. La toux peut être simplement l'effet secondaire des médicaments. C'est un malade qui est hypertendu, on le met par exemple sous inhibiteur de l'enzyme de conversion, il va présenter une toux qui est pseudo-allergique liée à l'inhibiteur de l'enzyme de conversion. Là, ce n'est pas une pneumonie, ça sera simplement arrêter le traitement ou donner un anti-inflammatoire pour arrêter la toux. Sauf si la toux, dans un contexte d'épidémie, on pense à une grippe, on pense peut-être à l'époque où il y avait le SARS-CoV-2, l'infection à coronavirus, une infection grippale, une infection virale peut se caractériser par une toux sèche, mais lorsque elle n'est pas bien suivie, l'évolution peut se caractériser par la surinfection bactérienne. Et dans ce cas, il peut faire une pneumonie au décours d'une grippe ou d'une infection virale. Et c'est là que ça va nécessiter la prise d'antibiothérapie. Donc la toux, il faut contextualiser dans quel contexte survient ou surgit la toux. Okay. Est-ce que la pneumonie elle est contagieuse? Bon, en soi, contagieuse du tout, pas du tout, de façon directe comme telle. On est en train d'échanger, tu as une pneumonie, je vais te contaminer, ou tu seras contaminé, tu vas contracter la pneumonie. Pas du tout, parce que déjà, le mécanisme de contamination de la pneumonie, souvent, ce n'est pas un contact direct interhumain, mais dans certains cas aussi, il y a possibilité de transmission de la pneumonie lorsque vous êtes devant un malade qui tousse, qui éternue, il va exhaler, il va dégager des gouttelettes de salive qui seront séchées dans l'air et tu peux facilement inhaler ces salives et développer une pneumonie. Mais généralement, dans le mécanisme de survenue de la pneumonie, c'est quoi? Ce sont des bactéries ou des virus qui stagnent au niveau de voies aériennes, au niveau des voies respiratoires supérieures, qui sont inhalés, qui vont se sédimenter, descendre vers le voie respiratoire inférieur et donner une pneumonie. Parce que la pneumonie intéresse le voie respiratoire inférieur. Mais les affections de voie respiratoire supérieure, ça c'est plutôt l'ORL, l'oréliste qui s'en occupe. Mais lorsqu'il y a sédimentation du corps étranger ou de bactéries ou virus vers les poumons, vers les voies respiratoires inférieures, qui est là, que ça donne une pneumonie et qui sera l'apanage du pneumologue dans la prise en charge. Ok, est-ce qu'il y a des personnes les plus exposées? Bon, les personnes les plus exposées, on dit toujours en médecine ou en pneumologie que ne fait pas la pneumonie qui les veut. Donc, quand on fait une pneumonie, il y a déjà un fond d'immunodépression qu'il faudra chercher. Notamment un sujet qui est diabétique, le diabète sucré, c'est un terrain qui fragilise l'immunité. Et quand l'immunité est fragilisée, le malade a une propension à la facilité de développer toutes sortes d'infections, la tuberculose ou la pneumonie d'une manière générale. Un patient chez qui on a prescrit les corticoïdes, la dexaméthasone, cortencil, Dexacor, à l'époque, les gens prenaient comme ça abusivement, ça fragilise l'immunité. Et quand cette immunité est fragilisée, on a une propension aux infections. Un sujet qui a un terrain d'immunodépression à VIH, il a une infection à VIH, donc il a une immunité qui est précaire, il peut faire toutes sortes d'infections, notamment la pneumonie, notamment la tuberculose, dans sa forme souvent extrapulmonaire, ou toute autre infection cutanée, etc. Donc, le terrain d'immunodépression, ou un malade qui a une pathologie chronique, un cancer, ou bien des collagénoses qui nécessitent de prise en charge au long cours, il est sous traitement immunosuppresseur, un traitement qui déprime l'immunité, il va faire facilement la tuberculose. Donc, le terrain d'immunodépression favorise la survenue de la pneumonie. Donc, par exemple, quelqu'un qui a souffert d'Ebola, coronavirus, monkeypox, Marburg, a la possibilité d'attraper une pneumonie.
Oui, monkeypox et toutes ces autres viroses, si elles se sont caractérisées par un fléchissement, une dépression, un émoussement de l'immunité du patient, il peut à la longue développer une pneumonie. Il a fait son infection peut-être à Covid-19, il a fait son infection pulmonaire dont il a gardé de séquelles. Donc il peut y avoir une surinfection sur un poumon séquelaire. Et facilement, il peut faire la tuberculose, il peut faire la pneumonie, mais ce n'est pas dit que c'est ce terrain-là de virose, parce que ce n'est pas un terrain qui, a priori, a fragilisé son immunité. Mais quelqu'un qui a le diabète, quelqu'un qui a insuffisance rénale, quelqu'un qui a le VIH, il a une immunité qui est déficiente, donc d'emblée, il va faire facilement la pneumonie ou toute autre infection respiratoire. Et j'aimerais qu'on sache un peu, c'est quoi un peu le rapprochement entre la tuberculose, pneumonie? Est-ce qu'on peut avoir une idée claire? Bon, rapprochement, tuberculose, pneumonie, en quelque sorte, il n'y a pas assez de différence. Hein? Ici, la pneumonie, c'est une infection du parenchyme pulmonaire, comme on l'a dit. L'infection peut être due à une bactérie. La tuberculose est due à une bactérie, le bacille de Koch, ou le Mycobacterium tuberculosis. Donc, tu vas faire une pneumonie d'origine tuberculeuse, que les pneumologues appellent d'emblée, tu as fait une tuberculose pulmonaire, si ça concerne le parenchyme, ou ça concerne les bronches, une tuberculose endobronchique, le tout, c'est la tuberculose. Donc, c'est une forme de pneumonie, mais qui est due au bacille tuberculeux, au Mycobacterium tuberculosis. Ok, y a-t-il un environnement favorisant cette maladie? Bon, l'environnement favorisant, c'est ce qu'on a dit, un environnement où l'hygiène est précaire, l'hygiène est déficiente. C'est-à-dire que facilement, on est en contact avec des micro-organismes, des microbes. Quand on respire, on inhale, les microbes vont stagner au niveau de voies respiratoires supérieures, à l'entrée des fosses nasales, ils peuvent aller vers les sinus paranasaux, arriver jusqu'à l'hypopharynx, et facilement, ces microbes peuvent migrer de proche en proche par contiguïté, aller atteindre les organes des voies aériennes inférieures, et vous faites la pneumonie. Donc, lorsque vous êtes devant un environnement qui est malsain, qui est malpropre, un environnement où l'hygiène est précaire, on fait facilement la pneumonie. Le tabagisme, oui, parce que ça va à la longue déprimer l'immunité. Le tabagisme va déprimer l'immunité, c'est pourquoi ça entraîne des cancers bronchiques, bronchogéniques, ça entraîne des bronchopnéumopathies chroniques obstructives qui sont des pathologies qui perturbent l'immunité, qui altèrent, qui diminuent l'immunité du patient et facilement on a une propension aux infections qui vont maintenant décompenser ton tableau d'infections respiratoires ou des pathologies respiratoires chroniques. Donc on peut dire, ça c'est un exemple, on connaît bien la situation à Goma avec des corps et on peut facilement dire que la pollution de l'air, il y a plusieurs corps encore là, peut favoriser plutôt la pneumonie dans tout à fait, tout à fait. C'est tout à fait évident. Parce que ces corps-là ne seront pas conservés, ce n'est pas pour rien quand un malade fait un arrêt cardio-respiratoire. Nous l'entraînons, nous les transférons à la morgue. C'est pour mettre un endroit approprié où le corps doit être gardé et ne pas se décomposer, se dégrader, ne pas être exposé aux infections, aux germes. Donc ces corps-là vont dégager des odeurs nauséabondes, vont être infectés et facilement, tout l'environnement là sera totalement souillé. Et l'hygiène étant précaire dans ces conditions, dans ces milieux, donc il y a facilité de développer des infections de tout genre, notamment la pneumonie, pourquoi pas? C'est possible, c'est possible. Notre pays, la RDC, a-t-elle de structures sanitaires appropriées, des infrastructures adéquates pour résoudre ce problème pneumologique en RDC? Oui, c'est ça. Bon, c'est ça. Les infrastructures sont là, hein, les personnels soignants sont là. Mais les problèmes qui se posent, c'est le plateau technique parfois qui pose problème dans la prise en charge de malades qui ont des pathologies respiratoires. C'est vrai que le domaine de la pneumologie, on n'a pas assez de spécialistes dans ce domaine-là. Ça, c'est ce qu'on dit toujours à nos jeunes gens, les autres, d'avoir aussi l'envie d'emprunter cette spécialité parce qu'on a beaucoup de malades qui ont des infections de voies respiratoires,
Mais vous allez trouver que les spécialistes dans ces domaines sont vraiment comptés du bout de doigt, ils ne sont pas nombreux. Ok, donc les infrastructures sont là, mais le plateau technique fait vraiment défaut, ça c'est vraiment évident, parce que pour diagnostiquer une infection pulmonaire, il y a des étapes ou de paliers. Un malade qui te vient, dans un premier temps, je peux par exemple des examens bactériologiques. Je dois faire l'examen de crachat, l'examen cytobactériologique de crachat ou d'expectoration. Si cet examen n'est pas rentable, je dois faire un examen un peu plus élaboré. Je dois peut-être recourir aux examens un peu invasifs, faire une fibroscopie par exemple bronchique, en vue d'une aspiration bronchique, en vue peut-être d'un brossage distal protégé ou en vue d'un lavage broncho ou bronchiolo-alvéolaire, même si l'intérêt dans le diagnostic pour le lavage est très limité, mais ne fût-ce que l'aspiration bronchique par paire fibroscopique est très importante parce que le malade peut avoir du mal à expectorer. Souvent, ce sont les petits-enfants, ce sont les femmes qui ont du mal à cracher. Il faut à un certain moment recourir aux méthodes invasives, faire une fibroscopie bronchique pour aller directement au niveau des voies respiratoires, au niveau des bronches, aller jusqu'au niveau des dernières divisions bronchiques pour recueillir les sécrétions endobronchiques pour analyser. Je fais l'examen direct de crachat, on me revient que c'est normal, j'ai fait la culture qui revient stérile, il n'y a rien. Peut-être que le prélèvement n'est pas adapté, n'est pas correct. Il faut faire une fibroscopie bronchique. Mais tu te retrouves devant une structure où tu n'as pas ces fibroscopes bronchiques pour pouvoir accéder facilement à ces sécrétions. Peut-être que ton malade a une infection de voie respiratoire, il peut avoir une tuberculose, mais l'examen, les sécrétions n'étant pas bien prélevées, on devait recourir aux sécrétions un peu plus profondes qui sont directement en endobronchique. Et là, je suis sûr que j'ai pris les sécrétions endobronchiques. Et il n'y a pas mal de fois, là où on a étudié, vous faites l'examen direct de crachat normal, mais quand vous complétez par l'endoscopie bronchique, vous avez isolé des germes atypiques ou vous isolez les Mycobacterium tuberculosis et vous diagnostiquez la tuberculose. Or, s'il a cette tuberculose que tu n'as pas diagnostiquée, tu exposes à la destruction du parenchyme pulmonaire, tu exposes tout l'environnement à la contamination parce que c'est une maladie hautement contagieuse, très contagieuse, que ce soit dans sa forme sensible ou pharmacorésistante, est ultra mortelle, la forme pharmaco-multirésistante, très mortelle, et vous passez à côté de ça, c'est toute la famille ou toute la communauté qui est exposée, qui sera décimée, qui sera totalement en détresse. Donc c'est ça. Et cette observation n'est qu'à Kinshasa, parce que s'il faut parler de 26 provinces, ce sera... Oui, donc à Kinshasa... Il y a des structures... Non, c'est ça. Non. Parce qu'à Kinshasa, si nous qui sommes à Kinshasa, nous sommes dans la capitale, nous déplorons ces genres des situations auxquelles on est confronté, a fortiori ceux qui sont à l'étranger, qui sont à l'intérieur du pays. Ou peut-être tu vas aller dans toute une province, dans peut-être toute une communauté, il n'y a pas un médecin spécialiste. Même les généralistes qui sont là sont comptés du bout de doigt. Alors, a fortiori, avoir un spécialiste qui va travailler et alors avoir encore un équipement très spécialisé pour aller diagnostiquer. Non. Donc, si les gens ont la tuberculose, ils vont mourir comme ça parce que d'abord, on n'a pas diagnostiqué. Or, actuellement, quelqu'un ne peut pas mourir de la tuberculose, quelle qu'en soit la forme, pharmaco-sensible ou pharmaco-résistante. Donc, c'est là... Ça, c'est vraiment les autorités, ceux qui nous dirigent, qui doivent prendre à bras le corps les choses. Et puis nous, on va suivre pour travailler et aider la population. Mais là, on travaille avec le moyen des bords, c'est ça. Oui, déjà, c'est en 2021 où les statistiques disent qu'environ chaque année, 3 millions d'enfants meurent. Et je ne sais pas si ça a évolué, le taux de létalité, ça a baissé. Oui, non. Ça ne peut pas baisser. Au contraire, ça ne fait que évoluer avec toutes les raisons dont je vous ai parlé ici. La difficulté diagnostique. D'abord, parce que déjà, l'échec thérapeutique vient soit de l'erreur diagnostique. En dehors de voir peut-être que la posologie, la durée de traitement, la compliance au traitement, mais c'est d'abord le diagnostic. Quand le diagnostic est erroné, vous êtes en train de traiter une pneumonie à germes banaux alors qu'il a une tuberculose. Vous êtes en train de traiter une tuberculose alors que c'est peut-être un aspergillome. Vous êtes en train de traiter une pneumonie chez un tabagique alors que
Ce n'est qu'un cancer bronchogénique, mais qui simplement inauguré par une pneumonie obstructive ou une pneumonie néoplasique. Et là, il faut traiter la cause, la néoplasie, la tumeur, et la pneumonie va finir de soi. Vous allez avoir quelqu'un qui a une pneumonie, chaque fois il vient, il a toujours un foyer de pneumonie au niveau du même territoire pulmonaire. Chaque fois le lobe inférieur, chaque fois il vient, il a au même endroit. Vous allez finir tous les antibiotiques, il n'y a pas de solution. C'est ça aussi le problème, parce que la même antibiotique qu'on administre, il y a une forme de résistance. Et qu'est-ce qu'on peut, c'est quoi le traitement final? Il doit quitter la RDC? Non, il ne peut pas quitter la RDC. C'est nous qui sommes en RDC, nous devons fournir des efforts pour améliorer nos infrastructures et équiper nos hôpitaux pour qu'on travaille. Parce que si on va fuir la RDC, finalement, c'est là où on part. Ils ont fait des efforts pour devenir là où ils en sont. Donc nous aussi, nous devons faire un effort pour atteindre ces standards. Hein, parce que vous donnez l'antibiotique, c'est vrai, il y aura parfois l'antibiothérapie est probabiliste parce qu'on n'a pas isolé le germe. Mais là, vous pouvez favoriser le développement des souches multirésistantes. Et si tu es peut-être dans les formes non hospitalières de pneumonie, on demande de switcher, de changer, voir un peu d'autres antibiotiques à large spectre et tout ça. Mais si tu as une pneumonie communautaire, pneumonie aiguë communautaire hospitalière, avec échec thérapeutique, il faut compléter des bilans adaptés. Angioscanner thoracique, peut-être que c'est une embolie avec foyer d'infarctus qui se surinfecte, et tu traites la pneumonie alors qu'il a une embolie qui est cachée. Peut-être qu'il a autre pathologie, un néo-endobronchique qui entretient, ou un corps étranger qu'il a inhalé, qui est minime, qui est déjà entouré de la réaction inflammatoire, qui obstrue la bronche, et entretenant le foyer de pneumonie qui va récidiver, persister au niveau de ce territoire. Tu n'as pas eu la facilité de faire ton endoscopie bronchique. Voilà. Nos ancêtres, encore nos grands-parents disent c'est mieux de faire de portions, et quand on inhale certaines portions avec nos plantes, ça peut au moins traiter. Conseillez-vous aux jeunes gens, encore à la communauté, de pouvoir suivre ces traitements traditionnels? Bon, je ne néglige pas notre pharmacopée, notre médecine traditionnelle, parce que nous tous, dans les jeunes âges, je crois, nos grands-parents parfois utilisaient des histoires comme telles, mais avec l'évolution, avec les études qu'on a faites, bon, on n'encourage pas tellement, mais peut-être il fournir des efforts pour moderniser les choses, parce que souvent ce sont des plantes médicinales non sécurisées. Et là, on exploite peut-être simplement l'effet... Avec des dosages qu'on ne sait pas maîtriser. C'est ça, dosage non adapté, non adéquat. Le principe actif contenu dans la plante, vous ne savez pas. Le mécanisme, le mode d'action de ce médicament, vous ne le connaissez pas. Les effets secondaires, la toxicité que ce médicament entraîne dans l'organisme, vous ne le maîtrisez pas. Vous donnez peut-être, c'est l'effet anti-inflammatoire simplement qui a été exploité. Mais quand le corps va passer dans les différents organes nobles pour être métabolisé, pour être jusqu'à son élimination, c'est peut-être toxique à ces organes nobles. Le foie ou bien le rein, très souvent, néphrotoxicité. Des agressions rénales aiguës liées à la prise de plantes médicinales non sécurisées. Donc, les mieux, c'est l'État, tout ça, ça tourne autour de l'État pour surveiller la manière. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui perdent la vie par ce traitement d'une part. Mais je ne dis pas que c'est tous. On traite, on peut avoir des effets salvateurs, on a exploité l'inflammation, l'effet anti-inflammatoire, mais l'effet antibiotique ou bien antibactérien, bactéricidie, exploité dans les antibiotiques, peut-être qu'on ne les retrouve pas là-bas. Et donc, vous intoxiquez les gens comme ça et facilement. On nous consulte lorsque peut-être on est à un stade avancé d'agression ou d'affection rénale et tout ça. Docteur, alors on est en train de chiter là. La dernière question, c'est quoi réellement ce que vous conseillez à la communauté, à la population? Qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter cette maladie? Et en cas d'un problème respiratoire, qu'est-ce qu'il faut faire réellement? Et c'est quoi le remède qui doit suivre au niveau de certains centres de santé? Oui, bon, la société, la communauté, c'est assainir l'environnement. Hein. Mais assainir l'environnement, c'est toute une chaîne de décharges, de déchets, de tout ça. Et tout ça, ça remonte à l'État. Il a assaini son environnement, il a mis dans sa poubelle
quelqu'un qui vient, qui va décharger. Où est-ce qu'il va décharger? À côté d'autres personnes. Donc, il a simplement éloigné le déchet de vous, mais exposé un autre. Donc, c'est l'État qui doit prendre les déchets là pour aller les décharger, les incinérer, et il met à l'abri la population. Parce que tu peux bien beau avoir la volonté d'assainir ton environnement de vie. Mais si la suite n'est pas respectée, toi tu t'es protégé, mais ton voisin tu l'as exposé. Donc ça revient aussi d'une part à ceux qui nous dirigent, qui doivent prendre les choses à bras le corps, comme on le dit. Hein. Ben, le remède, le traitement de la pneumonie se traite. Ouais. Quand vous avez la pneumonie, vous avez toute affection pulmonaire, respiratoire, tout ça, basse, même haute. C'est les pneumologues, il va voir, si c'est haute, il va référer à l'oréliste, l'ORL qui s'occupe des voies respiratoires supérieures. Si c'est inférieur, ça c'est les pneumologues qui va gérer ça et pour vous éviter des complications ultérieures. Parce que quand tu as mal géré les choses, les complications sont à court, moyen, à long terme. Okay. Tu fais ta tuberculose, mal gérée ou gérée, mais il faut suivre parce que ça peut se compliquer des dilatations des bronches. À la longue, tu commences à avoir des crachats avec du sang. Ah non, il fait la tuberculose. On te remet la tuberculose, il n'y en a pas, alors que c'est juste la dilatation des bronches séquelaire de ta tuberculose. Où tu as détruit tous tes poumons, tout ça, tu ne sais plus respirer, tu es tout le temps, tu ne sais plus, tu as une insuffisance respiratoire chronique sur poumons séquelaires. Merci bien. Donc c'est... Déjà, a priori, tu as ta grippe, tu as ta pneumonie, tu as ton asthme, tu es tabagique, etc. Il faut être en contact avec les pneumologues pour guider ta prise en charge afin d'éviter des complications ultérieures. Merci, docteur Tassa. C'est moi qui vous remercie. L'expert l'a dit, le docteur Tassa l'a dit, la pneumonie se traite. À RDC, si vous attrapez une telle maladie ou encore vous avez des symptômes précités ici, allez consulter votre médecin, ne prenez pas de médicaments comme bon vous semble parce que vous ne connaissez pas le bon dosage et allez voir un médecin pour traiter cette maladie et votre environnement joue un rôle très capital dans le traitement. Veillez sur votre environnement, assainissez votre environnement car il est nécessaire pour votre bonne santé. Nous vous disons merci d'avoir suivi votre magazine interview. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro, please, prochainement. Merci.